doit se servir, les derniers, ils doivent le comprendre. Et eux, ils me comprendront. Aux autres membres qui auraient bien voulu parler, puisqu'il y en avait beaucoup ici, plus de 300, j'ai dit aussi qu'à un moment donné, nous devons avoir une méthodologie qui inclut dans nos mentalités que le temps est un facteur important du développement et du travail que nous sommes en train d'abattre. Il ne faut pas qu'on donne l'impression à ceux qui nous suivent à la télévision que nous sommes là parce que nous voulons nous asseoir là. Je tiens aussi à dire que la méthodologie que nous avions empruntée au départ, c'était des regroupements politiques. Et à la fin, on a voulu corriger parce que certaines provinces ont senti qu'elles n'ont pas été représentées au micro. Mais je crois qu'on ne va pas les oublier dans le programme de Madame la Première ministre. Que les représentants décédés aux 3 provinces m'excusent. Mais en ce qui concerne la province de la Lomami, Cabinda, Mweneditu, Ngandajika, il y a une petite confusion que je voudrais lever tout de suite. Je crois que l'assistance a remarqué quand l'honorable Augustin Mulumba Ganda a demandé la parole, c'était une motion. Au lieu de faire la motion, il a évoqué entre autres la détérioration avancée des tronçons routiers Ngandajika-Cabinda. Il a parlé des mauvais états dans d'autres coins de cette partie de la province. Il a parlé de l'absence de l'eau, d'électricité, donc aucune industrie ne tourne dans la Lomami. Et pour moi, j'avais considéré, quand on me disait que la Lomami n'est pas intervenue, j'ai dit non. Moi, j'ai pris bonne note et comme j'écris tout, j'ai revisité et on a échangé un peu avec d'abord mon frère Augustin Kabouya parce qu'il voulait que les choses se terminent très bien et ensuite avec Augustin lui-même qui a reconnu qu'effectivement il avait glissé un mot pour Cabinda à l'occasion de sa motion qui était resté en suspens jusqu'à ce que nous suspendions la séance et qui sera suspendu effectivement jusqu'à ce que nous levions la séance parce que nous avons réussi à communiquer à Madame la Première ministre nos desiderata. Donc à tous les amis de Cabinda, ce n'est pas moi qui avais fait Cabinda avant vous autres qui peut oublier Cabinda. Moi je suis allé à Cabinda pour la première fois en 1971. 1971, ceux qui sont en train de protester n'étaient pas encore nés. J'étais à ce moment-là surpris par 3 choses. La première, comme nous venions du climat tempéré dans le sud Kivu, c'était la première fois finalement que je voyais la mangue, puisque j'ai fait Ngandajika, la mangue en dehors de l'alimentation. Puisque les mangues qu'on vendait dans les alimentations à Bukavu venaient d'Ouvira, puisque là il fait un peu chaud. Et là j'ai vu maintenant les manguiers. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y avait une grande messagerie qui était organisée. On appelait MAS, je crois, messagerie. À la fin c'est Sankourou, mais au milieu je ne sais pas c'était quoi. C'était des camions Mercedes de couleur verte. Mais il y avait quand même, la troisième chose, il y avait l'industrie qui tournait à ce moment-là. Je crois que ça devait être les ministéries, je ne sais pas, mais il y avait des maisons alignées qui produisaient et de l'huile et du bois. Cabinda vivait au fait. Et nous y sommes allés, c'était par une petite voiture VW.
Donc je ne pouvais pas oublier Cabinda. Veuillez m'excuser mes frères et sœurs de la Lomami, tout comme des autres provinces. L'essentiel est qu'ensemble, nous avons enrichi le programme du gouvernement. À présent que Madame la Première ministre a pris 30 minutes de repos, je crois qu'elle n'a pas de repos, 30 minutes de pause, elle les a mis à profit pour enrichir son programme avec des interventions de tout à l'heure. À présent, nous allons suivre ces réponses sur l'ensemble des préoccupations soulevées au cours du débat afin de permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer en toute responsabilité sur l'investiture du gouvernement, sur l'approbation de son gouvernement, qui va entraîner par voie de conséquences l'investiture du gouvernement féminin. Cela dit, j'invite Madame la Première ministre à prendre la parole pour ces réponses. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et digne représentant du peuple, je voudrais très sincèrement vous réexprimer toute ma gratitude pour ce riche moment républicain que nous venons de passer ensemble. Merci pour ce débat démocratique de qualité qui nous a été offert par les représentants du peuple. Je me sens très édifié par la qualité des interventions et surtout la pertinence des remarques, commentaires et contributions nécessaires à l'enrichissement du présent programme. On sait ressentir en écoutant les uns et les autres que c'est bien les femmes et les hommes du terrain qui ont parlé. Des hommes et des femmes qui représentent dignement nos populations et qui connaissent avec précision les différents problèmes auxquels elles font face. De manière globale, j'ai pu noter les éléments de complément du programme que des questions proprement dites. Je me ferai le devoir de capitaliser toutes ces contributions, soit directement dans la version finale du programme, soit à travers les feuilles de route ministérielles et lettres de mission qui permettront de décliner les détails des actions et mesures à mener en termes d'assignation à réaliser pour chaque ministre sectoriel. Ceci, d'autant plus qu'il est très difficile dans le contexte d'un discours résumant un programme du gouvernement de pouvoir présenter les actions envisagées avec exhaustivité. Qu'il s'agisse des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires, des écoles ou des hôpitaux, j'ai avancé quelques cas qui font partie d'un ensemble d'actions qui couvront bien entendu toute la République et donc toutes les provinces et tous les territoires du pays. Rassurez-vous. J'ai noté que la plupart d'entre vous, honorables députés, avaient souhaité ériger la question de la sécurité en premier pilier du programme du gouvernement. Soyez assurés, honorables, que votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour que la sécurité soit rétablie et maintenue sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne les questions de sécurité, la loi de programmation militaire que votre auguste Assemblée a eu adoptée comporte les différentes informations pour la montée en puissance de l'armée. Par exemple, la force terrestre est passée à 40 000 hommes et la force aérienne est passée de 2 avions à 8 actuellement. Un travail est donc en train d'être fait sur le terrain et nous devons continuer à soutenir nos militaires et forces de défense. Le travail en cours pour la police nationale congolaise permettra de renforcer les capacités de réaction de la police. Ne perdons pas de vue que la plus grande tâche qui nous attend est celle de bâtir une nouvelle économie plus diversifiée, plus créatrice d'emplois.
Le milieu ayant plus de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi doivent trouver des emplois. Nous devons arrêter d'accumuler des déficits d'emploi qui fragilisent les tissus sociaux de notre pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et dignes représentants du peuple, j'ai noté plusieurs préoccupations et certaines d'entre elles se recoupent heureusement. Comme vous l'avez tous soulevé, le peuple est pressé de voir la mise en route de ce programme sans délai, car les besoins sont pressants. Et pour faire simple, j'aborderai les préoccupations par pilier du programme tel que présenté. Ainsi, concernant le premier pilier relatif à la création des emplois et préservation du pouvoir d'achat, tout en capitalisant les recommandations à ce sujet, j'ai retenu les préoccupations des honorables Missaré, Claudine Douchi, Tunda, Steve Bikaï, Johnny Fambe et Jeannette Kavira. Plusieurs des honorables qui ont soulevé des questions sur ce pilier se posent la question de savoir pourquoi commencer par la création des emplois plutôt que d'arrêter la guerre qui a un effet d'éviction sur l'investissement et les recettes à cause de l'effort de guerre. Je voudrais indiquer que le choix des priorités est le résultat d'une enquête d'opinion menée sur l'ensemble de la République à la veille des élections de 2023. Les résultats de cette enquête, qui sont d'ailleurs le fondement des engagements pris par le chef de l'État, consignés dans son programme de campagne, ont révélé que les Congolais, dans leur majorité, ont exprimé en premier lieu le besoin lié à l'emploi, suivi de celui d'améliorer leur pouvoir d'achat, ensuite celui d'assurer leur sécurité. Dans un pays de 100 millions d'habitants, avec une pauvreté de masse et un taux de chômage très élevé, l'expression de ces priorités est tout à fait logique. Cependant, la question de la sécurité, quoique prioritaire, est considérée non seulement comme une priorité, mais aussi une urgence, car il s'agit des vies de population. La question d'insécurité est intimement liée aux questions de pauvreté, dont l'emploi en premier, car la majorité de nos jeunes enrôlés dans les groupes armés y vont par manque d'emploi. Point n'est besoin de rappeler que la création des emplois décents est une question essentielle et transversale pour résorber le spectre de pauvreté dans lequel vit la majorité des Congolais. C'est pourquoi la stratégie de la diversification de l'économie et la création de la chaîne de valeur est mise en avant pour créer plus d'emplois. En effet, le financement des secteurs productifs dont l'agriculture peut rapidement créer des millions d'emplois dans les milieux ruraux qui comptent plus de 70% de notre population. Ceci sans compter les infrastructures de soutien à la production comme les routes de dessert agricole et d'intérêt général. À titre d'illustration, pour répondre à une question posée dans ce pilier, le nombre d'emplois créés par le PDL 147 est estimé à 80 000 emplois directs. Dans le format actuel du programme, il est attendu environ 500 000 emplois directs, sans tenir compte l'entretien des routes prévues qui engendrerait 200 000 emplois. L'extension de ce programme pourrait engranger davantage d'emplois, et cela sans compter les autres programmes comme Grand Inga, Pont Rotrail, les parcs agro-industriels pour ne citer que cela. Concernant la question de la création de la base de données du marché de l'emploi, cela suppose au préalable avoir une idée de l'offre d'une part et de la demande de l'autre. Pour ce faire, un projet de création d'une base exhaustive de données des compétences est en préparation en collaboration entre le ministère du Travail et de l'Emploi et celui du Plan. Cela permettra d'avoir le profil des compétences géolocalisées pour dégager les gaps au regard de la demande sur le marché en vue de proposer des politiques adéquates et adaptées. Enfin, la préoccupation MIBA. Il y a lieu de rappeler que le moniteur belge de 2006 indique que Sibeka a vendu ses parts avant sa dissolution à Umicore Abrasive pour plus de 85 millions d'euros. Et cette dernière société a revendu toutes ses parts achetées de la Sibeka à Moana Africa
qui a changé de dénomination en 2015 et se dénomme actuellement ASA Ressources Group PLC. Sur instruction respective de la présidence et du ministère du portefeuille, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MIBA venait d'être organisée pour le changement de nom Sibeka par ASA dans les statuts de la MIBA. La dissolution de la Sibeka en 2023 n'a aucun impact avec la MIBA. Pour rappel, le copyright a mis en place un projet de relance de la MIBA évalué à 450 millions de dollars et donc à ce titre, il faudra mobiliser ces fonds. Concernant le deuxième pilier relatif à la protection du territoire national et sécurisation des personnes et leurs biens, les préoccupations sont soulevées par les honorables Mwando, Serge Condé, John Banza, Kavira, Bitakwira, Jeannette Kavira, Bindoulé, Mende et Nagos. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la sécurité reste la priorité des priorités. C'est donc une urgence des urgences, comme l'a dit un honorable ici. Plusieurs réformes sont en cours et l'actuel gouvernement en fera son cheval de bataille. Pour ce faire, plusieurs actions sont projetées à travers principalement les lois de programmation de l'armée, comme je l'ai dit, de la police. Les réformes en vue sur la restructuration de nos services de sécurité et vous en serez les premiers témoins et vous en ferez des évaluations au fur et à mesure. Le programme du gouvernement prend en compte toutes les provinces dans leurs spécificités et préconise l'accroissement des crédits budgétaires alloués à l'effort de la guerre et de la sécurité. Cette augmentation se traduira clairement lors de la présentation du budget. Dans cette même perspective, le programme vise également à améliorer le fonctionnement harmonieux des provinces et de la petite territoriale. Et le gouvernement actuel a consacré un poste de vice-ministre aux affaires coutumières pour tenir compte des problématiques au niveau coutumier. Pour renforcer la gouvernance dans la grande et la petite territoriale, le programme du gouvernement va poursuivre le PDL 145 territoires en vue du développement à la base. Il devra également renforcer le contrôle des effectifs dans la police et les services de sécurité. La priorité sera aussi d'assurer le recrutement et la formation des policiers en vue de renforcer les effectifs et veiller à ce que les éléments déployés remplissent correctement leur mission. Par ailleurs, le gouvernement entend, à travers le ministère de l'Intérieur, faire appliquer la loi sur les nuisances sonores, interdire la tenue des gargotes sur les places publiques, l'évacuation des départs des véhicules abandonnés sur la voie publique, l'interdiction de circuler en sens contraire sur les voies publiques, l'interdiction pour les véhicules remorques de rouler dans nos villes aux heures de pointe, le rétablissement de la police des mœurs, la redynamisation des activités de tous les services de sécurité. Quant au troisième pilier relatif à l'aménagement du territoire national, au vu d'une connectivité maximale, il y avait les préoccupations des honorables Paul Chilumbu, Sako Mitunda, Meshak, John Banza, Dédé Mpassa et Christelle Vouanga. Notons que beaucoup d'honorables députés ont évoqué des problèmes particuliers qui se posent dans leurs provinces respectives. Tout en comprenant cette attitude, je voudrais rassurer la représentation nationale que le gouvernement va privilégier une approche basée sur des grands espaces économiques. Ces espaces sont essentiellement les couloirs économiques qui permettent à notre pays de se connecter au grand corridor de développement africain. C'est le cas du corridor africain numéro 6, qui permet de connecter les provinces de la Mongala, du sud Ubangi et du nord Ubangi. C'est aussi le cas du corridor de Lobito. Les espaces enclavés que sont les Sankuru, le Maniema, une partie du sud Kivu pour ne citer que ces régions. Ces espaces seront pris en charge pour leur désenclavement à travers à la fois le rétablissement de la connectivité via les routes nationales et routes provinciales prioritaires et le programme des routes de desserte agricole. Ce dernier programme va s'exécuter sur 4 années à raison de 10 000 km par an. Les espaces enclavés bénéficieront des premières interventions. Pour le Tanganyika, il faut noter que des études techniques pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de Kalemi sont en cours. Les études techniques
d'autres études techniques sont prévues pour la réhabilitation et la modernisation de la résidence officielle du chef de l'État et de l'hôtel du gouvernement de Calémie, ainsi que l'aérogare et 1 km de la piste de l'aéroport de Calémie. Comme vous le savez, honorable député, digne élu du peuple, la caisse de péréquation est bien prévue par la Constitution. Elle a été installée et se met petit à petit en dépit des financements maudits qu'elle a reçus jusqu'à ce jour. Votre gouvernement vous rassure qu'il fera application stricte de cette disposition constitutionnelle pour assurer l'équilibre des provinces. Je ne peux pas épuiser, vous pouvez y aller, Je ne peux pas épuiser les questions soulevées sur ce pilier sans aborder la question du projet de chemin de fer axe Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu entre la RDC et le Burundi. Il me revient de souligner que la firme italienne Italf a été recrutée et a signé le contrat avec le corridor central pour faire les études et il y a une répartition du montant qui a été faite pour les 3 pays. La RDC doit contribuer pour sa partie Uvira-Kindu 664 km avec un montant total de 2 500 000 $. Et c'est le montant qui n'a pas encore été payé pour que la firme fasse les études chez nous. Le Burundi a déjà payé sa quote-part de 1 million. La RDC doit payer sa quote-part pour la réalisation conjointe de cette étude de faisabilité. Et donc, nous espérons que nous allons pouvoir le faire dans les prochains mois. Concernant ce que le gouvernement fera pour les entreprises qui ont abandonné les travaux PDL 145 territoires au Maniema, je tiens à souligner que le Maniema a été confié au PNUD comme agence d'exécution. Au total, 103 infrastructures sont en cours de construction, parmi lesquelles 62 sont sous la charge de l'entreprise Africas, dont 36 ont été remises. 21 sont au niveau de l'élévation et 5 au niveau de la fondation. 41 infrastructures sont sous la charge de l'entreprise EKKM qui a effectivement connu quelques difficultés dans l'exécution de son contrat. Les échanges récents avec le PNUD renseignent que l'entreprise va reprendre les travaux cette semaine. Toutefois, chaque entreprise qui gagne le marché dépose une garantie et en cas de défaillance, l'entreprise peut être mise en régie et devra alors perdre sa garantie. Pour ce qui est du 4e pilier relatif à l'accès aux services de base, plusieurs ont soulevé des questions. J'ai retenu notamment les préoccupations soulevées par les honorables Serge Condé, Claudine Doussi, Christelle Bouanga, Steve Mbikai et Serge Kassanda. Permettez-moi de réaffirmer du haut de cette tribune que le gouvernement va poursuivre et améliorer le programme PDL 145 territoires, comme je l'ai déjà dit. Je me permets de rappeler que son élaboration s'est faite sur une base participative. Aujourd'hui, nous pouvons tirer les leçons des erreurs dans la mise en œuvre de la première phase pour la suite. Le gouvernement va aussi parachever le programme de gratuité de l'enseignement de base et poursuivre le programme de la couverture santé universelle. Ces programmes sont importants parce qu'ils permettent de faire en sorte que la croissance économique ruisselle enfin dans les zones souvent oubliées et auprès des catégories sociales souvent omises dans la répartition des fruits des efforts de tous. Toutefois, votre gouvernement est conscient que pour qu'une croissance économique durable et inclusive se mette réellement en place, il faut de grands projets dans les secteurs des transports, chemins de fer, ports fluvieux, etc., de l'énergie, du numérique, avec par exemple le déploiement de la fibre optique. La raison pour laquelle la prévoyance sociale a été associée au ministère de la Santé porte essentiellement sur le fait que la couverture santé universelle porte autant sur les fonctionnaires de l'État que sur, à terme, sur les entreprises privées ou bien les travailleurs des entreprises privées ainsi que sur ceux qui sont dans le secteur informel et qu'il était important dans le cadre de cette prévoyance sociale de permettre cet accès à travers la santé. Cela n'enlève en rien le fait que la sécurité sociale et particulièrement les questions relatives à la retraite des travailleurs du privé restent l'apanage du ministère du Travail et de l'Emploi. Quant aux questions qui demeurent non répondues, elles seront rencontrées
lors des débats que nous aurons ici à l'hémicycle lors de la présentation du PNSD, prélude à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce premier projet de loi des finances jettera les bases de la déclinaison matérielle du programme que je viens de vous présenter. Parlons du cinquième pilier, relatif au renforcement de l'efficacité. Il y avait des préoccupations soulevées par les honorables Mende et Dédé Moupassa. Dans ce cadre, le gouvernement entend mettre en œuvre le programme national des capacités de deuxième génération. Une réflexion sera également menée pour une politique salariale nationale. Enfin, concernant le sixième pilier relatif à la gestion durable et responsable de l'écosystème face au changement climatique, j'ai retenu les préoccupations soulevées par l'honorable John Banza. Concernant ce pilier, il s'agit plus de contributions que nous faisons nôtres. Cependant, il faut noter qu'il s'agit de valoriser nos ressources forestières à travers les solutions basées sur la nature, principalement le crédit carbone. Pour ce qui concerne les indicateurs et chronogrammes, comme indiqué dans mon discours, des lettres de mission et feuilles de route seront élaborées, comme je l'ai déjà dit, ainsi qu'un mécanisme de suivi qui pourra faire partie des points de discussion avec votre auguste Assemblée. Je devrais aussi souligner qu'un certain nombre d'infrastructures qui ont été citées, que ce soit dans le programme ou dans mon discours, l'ont été à titre indicatif. Autre chose, un des honorables a indiqué la nécessité de pouvoir renforcer des entreprises comme la CENAPI pour, par exemple, faire les impressions du gouvernement. Et là, je vous indique que ce programme a été effectivement imprimé par le CENAPI. Donc, vous voyez, nous avons commencé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux dignes élus du peuple. Notre pays, nous le savons tous, est en train d'écrire à travers les missions qui sont aujourd'hui placées sur nos épaules l'une des pages les plus importantes de son histoire. Les attentes de notre peuple sont nombreuses et je sais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et de l'étendue du travail à réaliser et nous demeurons en même temps confiants quant à notre capacité collective à faire preuve de sursaut afin de rendre possible ce qui paraissait jusque-là comme impossible. Je parle de capacité collective parce que je ne crois pas qu'un homme ou qu'une femme bardée de diplômes ou non, soit capable à lui tout seul d'inverser le cours de l'histoire d'un pays. Je crois en revanche que l'union fait la force et que c'est véritablement ensemble que nous pourrons être à même de changer le destin de notre pays. Le président de la République a fixé le cap avec ses 6 engagements. Votre gouvernement les a éclatés en plusieurs axes d'un programme unique et il s'engage à travailler d'arrache-pied pour sa réalisation, tout en comptant sur votre accompagnement et votre encadrement en tant qu'autorité budgétaire. Pour l'instant, encore une fois et la main sur le cœur, je vous prie, honorables députés élus légitimes de notre peuple, de bien vouloir nous accorder votre bénédiction au nom de la nation en approuvant à l'unanimité le programme que nous venons très respectueusement de vous soumettre, permettant ainsi à votre gouvernement de se mettre immédiatement au travail. J'ai dit et vous remercie. Excellence, Madame la Première ministre, nous vous remercions pour vos réponses. Honorables députés et chers collègues, comme votre bureau, vous aurez constaté que Madame la Première ministre a pris en compte dans ses réponses non seulement les principales préoccupations exprimées par l'auguste Assemblée, allant jusqu'à nommer les personnes qui les ont soulevées en y apportant des réponses, mais là aussi accepter les enrichissements
de son programme par votre production de ce jour. Il va de soi que ce programme tel qu'enrichi sera chaque fois explicité pour sa meilleure exécution chiffrée et suivie à travers les différentes lois de finances que nous aurons à voter tout au long de la présente législature. Je voudrais ici que les gens ne confondent pas le programme du gouvernement avec la loi des finances, c'est-à-dire avec les budgets. Ça, c'est le quinquennat. Mais chaque année, il y aura des ajustements à faire, il y aura des évaluations. Mais déjà pour aujourd'hui, que Madame la Première ministre, en peu de temps, et puis intégrer les préoccupations des honorables députés, les enrichissements, améliorations, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Ainsi donc, par ces réponses, le débat sur le programme du gouvernement souminois est clos. Maintenant, l'Assemblée plénière souveraine peut se prononcer quant à son approbation. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode de votation par assis et levé. Par la main levée, assis et levé. Comme ça, nous savons par les agents du protocole compté les gens qui votent pour et contre. Cette votation est prévue par l'article 121, alinéa 2 de la Constitution, ainsi que par l'article 97, alinéa 1er et 2 de notre règlement intérieur. Chers collègues, je vous rappelle également qu'au terme de l'alinéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 251 voix pour. Ce n'est pas la majorité des gens qui sont présents, mais la majorité du format de notre Assemblée, majorité absolue. Donc nous avons 500 députés. Dans la Constitution, c'est prévu 500 députés. La majorité absolue est 250 plus 1. Ça, c'est pour la votation. À ce propos, la vérification du quorum à 23h30, renseigné 505 députés qui ont signé 405 députés qui ont signé la liste de présence. Nous avons le quorum requis pour le vote. L'Assemblée nationale peut donc valablement se prononcer sur le programme du gouvernement soumis à sa délibération. Avant d'engager le vote, et pour ne pas tomber dans des critiques, puisque avec les réseaux sociaux ces derniers temps, vous allez apprendre seulement demain qu'on a voté le programme et il y avait 30 députés dans la salle. Je demande encore au service de séance de se déployer pour le comptage de voix. C'est-à-dire, vous savez comment nous faisons habituellement. Vous occupez les différents couloirs et quand on va poser la question, vous comptez et vous nous ramenez les résultats, le pour et le contre. Pour la première question, comme on a expliqué, ça sera debout ou assis. À présent, je m'en vais poser les questions si les agents sont déjà déployés. Où sont-ils nos agents? Ah, vous êtes là.
Très bien. À présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'auguste assemblée, c'est-à-dire les députés. Il ne faut pas que les gens qui sont debout là derrière, les gens du balcon sont fatigués, sont rentrés à la maison. C'est comme ça que le calme règne. Ni ceux qui sont là-bas debout, ni de l'autre côté, ni les membres du gouvernement, ni ceux qui sont derrière moi. Mais les membres du bureau sont des députés, ils doivent pouvoir voter. Alors, la première question, qui sont pour l'approbation du gouvernement, du programme du gouvernement? Et debout, voilà, moi-même j'ai oublié. Madame, veuillez compter. J'espère que les internautes sont en train de prendre les images. Oui. Non, on doit me donner les chiffres exacts. Vous allez additionner vos différents papiers de comptage. Dès que vous avez fini, vous nous faites signe, comme ça nous allons nous asseoir. Et nous allons voir les courageux qui vont voter non. Parce que c'est la démocratie, il faut qu'il y en ait. S'il n'y en a pas, tant mieux. Vous avez fini de compter? Pas encore? Est-ce que vous comptez ou vous nous punissez en nous laissant debout comme ça? Qui? Vous avez fini de compter? Alors vous remettez les papiers. Vous avez fini? Ici à gauche, vous avez fini de compter là-bas? Je vous pose la question, vous les agents, vous avez fini partout? Donc nous pouvons nous asseoir. Honorable député, veuillez vous asseoir. Amenez tous les papiers là. Bon, vous avez compté aussi pour le nom, voilà. Merci, chers collègues. Deuxième question. Qui sont contre le programme du gouvernement? Veuillez vous mettre debout. Debout. Comptez d'abord. Pas de commentaires. Bon, si. Madame. Si vous voulez, madame, vous comptez les gens qui sont assis ou bien vous regardez ceux qui sont debout? Ici, je ne vois personne, alors vous devez pouvoir faire vite. Vous êtes contre vous-même. Vous avez fini? Donc, vous avez noté. La troisième question, qui s'abstiennent? Vous devez vous mettre debout, ne croyez pas que vous allez vous coucher. Comptez les abstentions. Mais c'est bien. Vous avez fini? Messieurs, madame, messieurs, vous avez fini? Amenez-nous les résultats. Veuillez vous asseoir, chers collègues.
Après avoir additionné, séparé les pour et les contre et les abstentions, vous me faites signe. Votre service n'a pas de calculette? Non, rien du tout. Mais alors faites vite. Merci, chers collègues. Je demande au service de me transmettre les résultats du vote pour que je puisse le rendre public devant vous. Il n'a transité nulle part. Voilà. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote du programme du gouvernement Souminois. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement souminois. Merci, chers collègues, à vous tous qui avez pris part à cette longue séance que nous avons commencée exactement à 13h juste. Il est 2h moins 5 minutes dont nous venons de voter le programme souminois après 11h, je crois, 55 minutes. 11h55 minutes de séance. C'est extraordinaire, madame. Félicitations, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le ministre d'État, monsieur les ministres, les ministres délégués et le vice-ministre. Honorables députés, chers collègues, après l'approbation du programme du gouvernement, je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture du projet de motion portant approbation du gouvernement et de son investiture. Du programme approbation du programme du gouvernement et de son investiture. Je parle sur le pied de l'article 24, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans la mesure où il s'agit ici d'une matière non législative. Pour mémoire, l'alinéa 4 de l'article 24, si on cité, est libellé comme suit. Je cite: la motion d'approbation est l'acte par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement et investit celui-ci. Cela dit, honorable rapporteur et chers collègues Njoli et Jacques, vous avez la parole pour nous rafraîchir la mémoire.
Merci beaucoup, honorable président. Motion numéro 001 bar CAB bar P bar AN bar VKLK bar 20-2024 du 12 juin 2024 portant approbation du programme et investiture du gouvernement. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du mardi 11 au mercredi 12 juin 2024, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90, alinéas 4 et 5, 100 et 112, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 23, alinéa 2.28, 24, alinéa 1er et 4, et 29, alinéa 3. Vu le procès verbal numéro 010, bar AN, bar SE, bar janvier, bar 2024, du mercredi 22 mai 2024, portant élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu le programme du gouvernement tel que présenté par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, considérant le vote de confiance acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er. Est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 12 juin 2024, signé Vital Kamere Loa Kaningini Kingi. Je vous remercie. Motion d'approbation. Honorables députés et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de motion portant approbation du programme du gouvernement et de son investiture. Maintenant, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à son adoption. Qui sont pour la motion qui vient d'être lue?
Qui sont pour? Vous êtes contre? Mais Jacques, qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant approbation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit le gouvernement de Mme Souminois Toulouka Judith. Honorables députés et chers collègues, à présent, nous allons procéder solennellement à la signature de la motion portant approbation et investiture du gouvernement et à sa remise. La remise de la motion à Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Suite du protocole. Et voilà, le gouvernement Judith Souminois vient d'être investi après plus de 11 heures de plénière ici dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Il y a eu 397 voix pour, n'est-ce pas, des députés qui ont voté pour, et pas de députés, pas de voix discordantes, donc aucun député n'a voté non. Et il y a eu 8 abstentions parmi les députés nationaux et par motion d'approbation. Donc le programme d'action est validé et le gouvernement lui-même investit Nancy Odia. Félicite carrément parce que là, on se rend compte que les voix ont convergé toutes vers les 6 piliers, les engagements pris par le chef de l'État lors de son investiture en janvier 2024. Donc ce qui fait que même dans leurs interventions, on a senti le souci que les députés ont exprimé, ainsi que la Première ministre elle-même, de concrétiser cette vision du chef de l'État, et ça s'est aussi matérialisé à travers le vote. Et donc moi j'en profite pour dire un grand merci à Vlisco. Il est 2 heures du matin au Scambal. J'ai pratiquement perdu ma voix, mais c'est normal, c'est la fatigue. C'était une longue journée, 11 heures, une plénière qui a... Vlisco qui vous a habillé. Vlisco qui nous a fait toute belle. Je vois nos collègues de la langue, des langues nationales qui sont là également. Chacune avec sa couleur qui fait ressortir son teint et sa féminité. Voilà, de prendre les amis de langue nationale. Là, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est en train de signer la motion d'approbation du programme du gouvernement souminois ainsi que d'investiture, parce que ce gouvernement justement vient d'être investi. Vous savez, il fallait parer au plus pressé. La première ministre tenait à tout prix à commencer à travailler aujourd'hui. Voilà pourquoi on n'a pas voulu recevoir ou solliciter 48 heures pour aller préparer les éléments de réponse de sa réplique aux préoccupations des députés nationaux. Aujourd'hui, voilà, pour reprendre ce terme, qui soit élu, il fallait le faire seulement aujourd'hui. Et j'apprends que sous le coup de 11 heures, 12 heures, il y aura la cérémonie de remise et reprise, parce qu'il y a beaucoup d'urgence pour la République. Il y a beaucoup de besoins. La population attend des réponses immédiates, notamment par rapport aux questions d'inondation, aux questions d'incendie, aux questions d'agriculture, aux questions des besoins sociaux de base. Il faut répondre à toutes ces préoccupations. Et Judith Souminois ainsi que tous les membres de son gouvernement tiennent à tout prix à commencer à travailler aujourd'hui. C'est ce qui est fait parce que Madame la Première ministre, le gouvernement est installé. Chef du gouvernement, nous vous invitons maintenant à monter au podium pour recevoir la motion d'approbation de votre investiture. Fini le suspense, fini les lamentations, fini les tergiversations. Le gouvernement Souminois est investi par l'Assemblée nationale. Et pour preuve, cette remise de motion
par le président de l'Assemblée nationale à la première ministre. Vous voyez, Vital Kamerhe s'est déjà mis debout. Très chers téléspectateurs, Madame Souminois avance lentement mais sûrement vers le président de la Chambre basse du Parlement qui va lui remettre officiellement cette motion signé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Fini l'expédition des affaires courantes. Maintenant, le gouvernement souminois va se mettre au travail pour répondre aux préoccupations qui sont d'ailleurs en quantité industrielle, préoccupations de la population congolaise. Voilà la première ministre qui soulève les documents lui remis officiellement par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'est l'investiture du gouvernement qui est composé des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Au total, 54 membres du gouvernement, plus la première ministre elle-même, ça fera 55. Et tous les secteurs de la vie nationale sont représentés au niveau de ces différents ministères. Je crois que les heureux promus ou ceux qui étaient reconduits feront des efforts pour ainsi répondre aux préoccupations de la population congolaise, préoccupations, disons-le, qui sont en quantité industrielle à Sud-Congo. Namo kina mwanzo kina mwisho, tunaona pale serikali ya Mama Judith Suminwa inashimikwa kabisa madarakani, na tokea tunasha kufika siku ya 3 wenye wataanza kufanya sasa, wataanza kubadilishana madaraka na wale wenye kutoka na wenye kuingia sasa katika serikali mpya. Ni mambo mingi kabisa. Chers collègues, en votre nom et au mien propre, je présente mes sincères félicitations à la première ministre, chef du gouvernement, Madame Souminois Tuluka Judith, ainsi qu'à toute son équipe gouvernementale, et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs fonctions. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, en ce moment où le programme du gouvernement vient d'être adopté et ce dernier investi, je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur l'accentuation des horaires que subissent nos populations suite à la guerre nous imposée dans l'Ituri, dans le Nord Kivu et dans d'autres coins du pays. En effet, il y a quelques jours, le territoire de Beni a été de nouveau secoué par des actes de cruauté perpétrés par des terroristes ADF dans le secteur de Beni-Mbaou. Le premier rapport fait état d'une centaine de personnes massacrées. Ces atrocités viennent s'ajouter encore à un chapelet de drames auxquels font face quotidiennement les populations de Rutshuru et de Masisi, territoire occupé suite à une guerre injuste nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda avec ses supplétifs de M23. Et même dans la ville de Goma, on déplore chaque jour des assassinats, des tueries dans les camps de déplacés, l'augmentation du nombre de déplacés et le nombre d'assassinats agrandissant dans la ville de Goma. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer, car pour chasser, même dans les camps de déplacés, les camps de fortune, dans les territoires de Djougou, en Ituri, les groupes armés continuent à tuer et à faire vivre à nos populations un calvaire sans pareil. Dans la province de la Chopo, à la demande de Monsieur le Président de la République de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions à son temps réuni les communautés Mbole et Lengola, la société civile, les chefs coutumiers et les acteurs politiques pour jeter les bases d'un dialogue en vue du retour de la paix dans cette partie de la République. Nous venions d'apprendre à travers les caucus, le dialogue n'a pas lieu, nous devions d'apprendre à travers les caucus de la Chopo que nous avons ici il y a 3 jours,
que ces conflits intercommunautaires a non seulement poussé les habitants de Lubunga, la commune de l'autre rive de Kisangani, à traverser le fleuve pour se mettre à l'abri, mais aussi à atteindre le territoire d'Opala et d'Issangi. Tous ces conflits ne font que multiplier chaque jour les morts parmi nos compatriotes. Dans le sud Kivu, à Bukavu particulièrement, des incendies ont ravagé plus de 220 maisons dans les quartiers de Nyamugo, causant ainsi plusieurs morts, plusieurs blessés et des dégâts matériaux inestimables. Afin d'honorer la mémoire de nos compatriotes disparus dans tous ces coins du pays, que je viens de citer particulièrement les derniers horaires de Beni et de Bukavu, et en union de prière avec les familles éprouvées, je vous prie, chers collègues et chers membres du gouvernement, Excellence Madame la Première ministre, de vous tenir debout pour 1 minute de recueillement. Je vous remercie. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ce programme approuvé qui emporte investiture de votre gouvernement laisse apparaître de l'espoir. Dans un élan patriotique et citoyen, l'Assemblée nationale vous rassure de son accompagnement dans le respect de ses prérogatives constitutionnelles et dans sa diversité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez remarqué, malgré la présence de l'opposition, il n'y a personne qui peut voter contre le bien. C'est ça le combat que nous voulons. C'est ça l'Assemblée nationale que j'ai toujours rêvé, où l'opposition et la majorité, si certaines questions d'intérêt général, peuvent se mettre d'accord. Au risque de me répéter, comme je l'ai déclaré la nuit de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la présente législature s'engagera dans un contrôle parlementaire responsable et porteur d'espoir pour nos populations. Honorables députés et chers collègues, une fois de plus, nous vous remercions et soyez rassurés qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Vous avez démontré par vos contributions très enrichissante aujourd'hui qu'il y a alors du sang neuf dans cette nouvelle législature. Personne, même le Saint Thomas, ne peut remettre en cause le travail appréciable que vous avez abattu aujourd'hui. Tout comme personne ne peut remettre en cause la clarté du programme de Madame la Première ministre. Nous vous prions avec toute votre équipe, Madame la Première ministre, de nous prendre congé de l'Assemblée nationale. Madame la Première ministre, avant de quitter l'hémicycle, je peux vous inviter de venir saluer chaleureusement la plénière et ensuite le protocole pourra vous conduire avec l'ensemble des membres de votre gouvernement. Si vous voulez, vous pouvez saluer aussi les membres du bureau, puisqu'il y en a qui chuchotent ici à gauche. Vous l'avez déjà salué, non? Elle n'était pas encore Premier ministre. Elle n'était pas encore investie. Voilà la Première ministre qui conduit les membres de son gouvernement vont monter, rejoindre le perchoir où se trouvent les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour saluer la représentation nationale par ricochet, la population, toute la population congolaise
après cette investiture, voilà, salutations, poignée de main avec le président, il va le faire hein, avec tous les membres du bureau. Il commence d'abord avec tous les premiers vice-premiers ministres, et puis ça sera le tour des ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Patrick Chamala, c'est vraiment une fierté pour les Congolais d'avoir suivi ce programme d'action du gouvernement et d'avoir également suivi la réplique de la première ministre